Madame, Monsieur, bonjour, quel plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 13 mars 2026, il est 8h30 et comme chaque matin du mois de Ramadan, nous allons vous accompagner jusqu'à 9h30 et aujourd'hui, Samira Hadj Amr sera parmi nous. Comme chaque vendredi, cette fois-ci, elle va s'intéresser à un savant. Donc ce savant, c'est l'archétype par excellence du savant polymathique médiéval. Il s'agit de Ibn al-Qunfud al-Qasantini qui a vécu entre 1339 et 1400. Et cette matinée également, nous allons nous intéresser à une exposition qui a eu lieu du côté de la grande mosquée d'Alger, dédiée aux personnes en situation d'handicap et aussi pour parler des préparatifs de l'Aïd. Nous allons revenir aussi sur les programmes qui vous ont été proposés durant ce mois béni, notamment la série El Henna et l'un des acteurs qui ont participé à cette série, c'est d'ailleurs un acteur du petit écran, du cinéma, mais aussi un comédien de théâtre. Il s'agit donc de Tarek Barara qui sera parmi nous pour revenir sur cette nouvelle expérience. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Mais avant de commencer, pause musicale comme à chaque fois. Et cette fois-ci, ce sera Mahmoud Sakhri qui nous chante sur Ramadan et on se retrouve juste après. معاه الخير فرحة في كل دار الكل كبير وصغير يدومها علينا ويدومها عالغير رمضان جانا جاب معاه الخير يا رمضان يا شهر الإيمان يا شهر الرحمة يا شهر الغفران يا شهر الغفران يا رمضان يا شهر الإيمان يا شهر الرحمة يا شهر الغفران يا شهر الغفران رمضان جانا هدية من الرحمن يمحي ذنوبنا ويقوي الإيمان رمضان جانا هدية من الرحمن يملي قلوبنا بالحب والخير والإحسان يا رمضان يا شهر الإيمان يا شهر الرحمة يا شهر الغفران يا شهر الغفران يا رمضان يا شهر الإيمان يا شهر الرحمة يا شهر الغفران يا شهر الغفران ريحة رمضان في كل دار في كل مكان ريحة رمضان في كل دار في كل مكان نصلي ونسبح باسمك يا رحمن نصلي ونسبح باسمك يا رحمن يا رمضان يا شهر الإيمان يا شهر الرحمة يا شهر الغفران يا شهر الغفران يا رمضان يا شهر الإيمان يا شهر الرحمة يا شهر الغفران يا شهر الغفران رمضان جانا جاب معاه الخير فرحة في كل دار الكل كبير وصغير يدومها علينا ويدومها عالغير رمضان جانا جاب معاه الخير يا رمضان يا شهر الإيمان يا شهر الرحمة يا شهر الغفران يا شهر الغفران يا رمضان يا شهر الإيمان يا شهر الرحمة يا شهر الغفران يا شهر الغفران
Voilà, très très belle interprétation donc de Mahmoud Sakhri qui nous a chanté à propos de Ramadan. Et cette fois-ci, nous allons voyager un petit peu dans le temps, dans l'espace. Nous allons aller du côté de Constantine, n'est-ce pas, Samira, à faire la rencontre cette fois-ci d'un savant qui a vécu au 15e siècle. 14. 14. Voilà. Qui est mort au début du 15e. Au début du 15e Bonjour, siècle. Maud. Bonjour Sam, comment ça va? la baisse. Ça se passe bien? Très bien. Alhamdoulilah. C'est un voyage donc que tu nous proposes aujourd'hui Oui. et ce sera Juste après. cela. Alors Samira, habituellement tu nous fais visiter des endroits, tu nous fais visiter du patrimoine archéologique et cette dans les fois-ci tu vas musées. nous faire C'est un une personnage. rencontre finalement avec un Un personnage. savant. D'où vient cet intérêt? Je sais pas, j'ai eu envie de parler de lui et de l'apport peut-être des savants algériens qui ont été très importants et qui sont jusqu'à aujourd'hui très importants pour l'histoire du monde arabe et du monde entier en fait. Des gens qui ont, de par leur existence, leur travail, ont marqué les sciences, toutes les sciences, des savants polygraphes, des savants qui ont travaillé dans plusieurs domaines, alors riches et variés, divers. Celui qui m'a intéressé pour aujourd'hui, déjà il faut le préciser, c'est Ahmed ibn al-Hassan ibn al-Qanfoud ibn al-Qastantini. Comme son nom l'indique, il est de Constantine, exactement. Il est né à Constantine et il a marqué, on va dire, Constantine et toute la région. De par son travail, de par l'étendue de son travail, on va dire. Il est né et il a vécu sous la dynastie des Hafsides. À l'époque, c'était les Hafsides et à la période la plus florissante. Et l'un des apports qu'il a apporté à la science, à l'histoire, c'est justement d'avoir écrit un livre qui raconte cette époque, l'époque des Hafsides à son époque à lui, et toute la richesse, Alors les Hafsides ont régné en Libye, ils étaient plutôt en Tunisie, mais ça a débordé sur l'Algérie. Et ils ont été les maîtres de la route de l'or, par exemple, et comme on venait de partout, du monde entier, du monde arabe, du Machar, de partout, pour étudier dans les centres de savoir des Hafsides. Et Constantine est un centre de savoir, de piété, de spirituel, culturel et culturel depuis la nuit des temps. Donc Ibn Qanfoud, lui, est né dans une famille, donc il est né on ne sait pas trop, entre 1330 et 1340. Il est né dans une famille de juristes, de khatib, en fait, de père en fils, ils ont été dans la jurisprudence. Donc lui, naturellement, il a été élevé par son père et par son grand-père maternel. Donc il a appris le fiqh, il a appris les hadiths, il a été formé en tout cas par rapport à ça, à la jurisprudence, et puis il a beaucoup voyagé. Il est allé partout, il est allé à Tunis, il est allé dans le monde arabe et il est allé à Tlemcen aussi. Et puis il est revenu dans sa ville. Et dans sa ville, à Constantine, il a été grand cadi, donc juge suprême des affaires de la ville. D'abord, c'est ça qui a fait qu'il a été au courant de tout ce qui se passait, mais il a beaucoup écrit. Il a été chroniqueur, rédacteur de son époque, et il a écrit des livres qui ont été très importants, et notamment des encyclopédies, des chronologies historiques. On voit ses manuscrits, c'est ça? Alors non, celui-ci c'est celui de Ibn Khaldun. Il a fait à peu près, on va dire, il est dans la même lignée que Ibn Khaldun. Ibn Khaldun qui est peut-être né à Béja, mais qui a vécu une grande partie de sa vie en Algérie, et le Muqaddimat, les problèmes le premier volume a été écrit à Tiaret, voilà, donc en Algérie. Il a été aussi chambellan du roi de Tlemcen. Enfin, voilà, il a raconté, comme Ibn Khaldun, il a raconté son époque, mais un peu plus, puisque Ibn Qanfoud, il est spécialisé dans l'astrologie, il est dans la médecine. C'est pour ça qu'on voit les fleurs, les feuilles, les herbes. Puisqu'il a écrit un dictionnaire de pharmacopée locale. C'est très important. Pourquoi? Parce que c'est adapté à partir de son recensement, son inventaire, de toutes ses recherches, à partir des plantes locales. On peut se soigner. Les soins sont adaptés, en fait,
quand on va pour prendre un traitement à l'époque, il était adapté, on n'avait pas besoin d'aller chercher en Inde ou en Égypte ou ailleurs pour se soigner. Voilà. Donc il a aussi, on va dire, si on devait le comparer à notre époque, on dirait que c'est un ingénieur système. C'est-à-dire il prend par exemple pour l'astrolabe, donc un instrument qui calcule l'espace et le temps, et c'est très important, pas seulement pour la navigation, pour tout, hein, quand on calcule le temps et l'espace, c'est pour déjà la précision de l'orientation. Lui, il l'a mis à portée d'homme, on va dire. C'était un astrolabe portable. Donc il a travaillé sur ça. Il a travaillé sur la gestion des parts des héritiers. Donc la science de l'héritage aussi, avec la précision la plus... on lui reconnaît ça, c'est-à-dire qu'il est connu par rapport à ça. Il est aussi connu parce que il a fait un livre qui s'appelle Al-Wafayette. C'est un livre sur la chronologie historique des Sahaba, donc des compagnons du prophète. Et, une sorte d'anthologie, ça va là? Un dictionnaire, encyclopédie, et puis aussi dans le fiqh et la jurisprudence. C'est-à-dire que quand on a un problème, on peut trouver la solution dans ces ouvrages. Donc c'est des ouvrages de référence jusqu'à aujourd'hui. Hein. Oui. Ils sont traduits dans plusieurs langues, dans le français, et d'ailleurs on peut les retrouver dans les bibliothèques et les datas en France, puisqu'ils ont été emportés. Alors j'ai mis aussi une copie d'un manuscrit qui se trouve, on peut peut-être avec autorisation le voir à la Zawiyat al-Hamel, qui est à Boussahada. Donc on retrouve souvent dans les khizanettes des manuscrits algériens. Alors ça traite de tout, hein. Ça traite de la médecine, de la pharmacopée, ça traite des mathématiques, par exemple, Ibn Qanfoud a beaucoup fait pour la science du calcul, pour l'algèbre. Il a simplifié, il a fait des explications. Tout ça, c'est traduit par des livres. Hein. Donc, tout son travail, c'est traduit. Il a édité. Il a écrit plus d'une vingtaine de livres connus. C'est-à-dire, il peut y avoir des livres qui ne sont pas encore connus, qui ont été déplacés ou qui ont été, je ne sais pas, échangés, commercés à l'époque. Voilà. Donc, personnalité très importante. Moi, ce que je voudrais attirer l'attention, c'est que souvent on dit que c'est des érudits arabes ou alors musulmans, alors que ce sont des Algériens d'abord. Et souvent on dit Maghreb central pour l'Algérie, alors que c'est des gens qui sont nés en Algérie, que ce soit à Constantine ou à Alger ou dans plusieurs Mais il reste quand même des savants et des citoyens du monde parce qu'ils ont beaucoup voyagé. D'accord. Ils ont mais ça loin un peu. Voilà. Revenir toujours aux origines. C'est une fierté, c'est un héritage, c'est un patrimoine national. Après qu'on partage avec plusieurs pays ou c'est une très bonne chose. Oui. Mais cet étiquetage, quand on dit arabe, on pense plus que c'est des savants qui viennent d'Arabie, par exemple, ou de cette partie du monde. Voilà, c'est juste pour dire, j'insiste sur l'algérianité, mais c'est une bonne chose, quoi, de les connaître en tout cas, et de savoir que nous en avons. Greg Hassan, notre collègue, on parle régulièrement. D'ailleurs, chaque samedi, effectivement. Voilà. Mais c'est bien c'est toujours bon de le rappeler. Il y en a des centaines, voire il y en a des centaines. D'ailleurs, avec Ahmed Greg Hassan, à chaque fois que je lui pose la question, fait le tour. Je dis, tu les trouves comment? Tu les trouves comment? Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit à travers la rubrique de Ahmed Greg Hassan, justement, que tous ces savants, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on revient à leurs manuscrits, ils se citent mutuellement. Donc il y en a un qui cite un savant, qui cite un autre savant. Bien sûr, et c'est comme ça que ça nous permet finalement de faire toute une biographie. Eh bien, si on devait, pour Ibn Qanfoud, il cite les maîtres sur lesquels il a travaillé, sur les ouvrages, notamment Al-Yasamin. Moi, je trouvais très intéressant, parce que ça m'a rappelé la suite de Fibonacci, où on peut l'adapter à la musique. Bon, pour la suite de Fibonacci, c'est à partir d'une spirale et une suite de chiffres, en fait, qui se suivent, et quand on les additionne, et c'est pareil. Alors, Al-Yasamin avait fait aussi, en fait, c'est des mathématiques, avec, comment on dit,
des sonorités en fait. Ils ont adapté ça à de la musique parce que ces savants, ces érudits travaillaient aussi sur la musique. Quand ils voyagent, ils ne partagent pas que le fiqh ou le hadith ou la science, la médecine. Il y avait un partage de culture, culture, musique, poésie aussi. Et ils ont voulu adapter aussi ça en poésie et en musique parce que parfois ça passe mieux. Il y a des gens qui sont plus attentifs. Plus auditif, on oui, va dire. Voilà. Plus réceptif. Voilà. Alors on rappelle qu'il a laissé quand même plusieurs manuscrits qui ont été réédités, édités et réédités. Voilà, édités et réédités. Donc qui sont accessibles, Samira? Il faut les acheter, mais sinon il y a des traductions qui sont disponibles, puisque moi j'en ai lu sur Internet. Il faut faire des recherches sur Ibn Qunfud, mais aussi c'est intéressant parce que c'est un personnage de la ville de Constantine, même s'il a travaillé, il est allé à Tlemcen, il a travaillé sur Sidi Boumediene. Sidi Boumediene aussi, qui est un personnage, mais aussi aujourd'hui un lieu de rayonnement, et qui l'a toujours été. On venait de partout pour étudier à Sidi Boumediene, et c'est valable à Constantine, avec ses médresettes jusqu'à aujourd'hui. C'est une réputation qui est conservée depuis. Donc d'abord, c'est une cité millénaire et jusqu'à aujourd'hui, voilà, on le voit. C'est une cité qui est, je veux dire, elle rayonne comme ça jusqu'à aujourd'hui. Elle est spéciale, Constantine. Très spécial, effectivement. Oui, c'est pas uniquement la ville des ponts, même si ça lui donne un cachet particulier. Mais c'est un tout, finalement. Oui. C'est un tout. C'est l'architecture, déjà, qui est atypique, c'est les ponts, c'est toute l'histoire. Elle est sculptée dans la montagne. Dans la montagne, effectivement. Oui. Donc, c'est toute l'histoire, c'est tous ces érudits aussi. Oui. Voilà. Et des mosquées et des palais aussi. Et puis, ils ont la Souera, qui est la vieille ville, la vieille Médina. Et c'est une cité qui a été qui est construite sur les vestiges de la Numidie. Il y a aussi de la préhistoire là-bas. Et puis romaine. Voilà, sur le passage des Romains. Donc, ces strates de l'histoire font l'histoire et l'identité algérienne. Et on la partage avec le monde, puisque le monde venait aussi, est venait ici pour pas spécialement commercer, pas spécialement faire la guerre, mais aussi pour apprendre, pour étudier, pour savoir. Voilà. Et les zaouïas ont joué ce rôle. Hein. Si on parle de la Tidjaniya, on parle de toutes les zaouïas. Ils venaient de Tidjaniya, plus de 500 millions dans le monde. Jusqu'à aujourd'hui, quand ils font un colloque, ça vient de tous les pays d'Afrique, du Sénégal, de partout en fait, et même de l'Occident. Voilà. Donc c'est important de les rappeler. Il a laissé une vingtaine d'ouvrages, on peut les voir, il y a des traductions qui sont faites, et puis c'est intéressant de les découvrir. On a une idée majoritairement en langue arabe. Voilà, on a une idée des manuscrits, s'ils sont toujours bien conservés. S'ils sont à la Bibliothèque nationale de France, je pense que oui. Quand ils sont dans les zaouiettes comme celle de l'Ham, Abou Saada, je pense que oui aussi, puisque de toute façon chez nous, il y a depuis plusieurs années maintenant, le ministère de la Culture a engagé une procédure de numérisation et avec aussi un respect des lois, c'est-à-dire c'est souvent la propriété de familles, de communautés, on ne peut pas leur retirer, mais on leur demande d'établir une traçabilité. C'est-à-dire même s'ils décident de vendre ou de donner ce manuscrit, il est important de conserver la traçabilité, voilà, et que ça ne sorte pas de l'Algérie, bien sûr. Surtout, encore une fois, pour la préservation et la conservation, ça reste un patrimoine à part entière et ça reste aussi des références pour les chercheurs aujourd'hui. Donc, même les chercheurs universitaires, ils peuvent toujours revenir à ces manuscrits. Il y a toujours des informations d'actualité. Et on peut imaginer qu'il y ait un bug et qu'il n'y ait plus d'électricité, effectivement. qu'on puisse utiliser son téléphone. Oui. Ce serait intéressant de savoir utiliser un astrolabe ou ce genre d'appareil qui a existé pour savoir, pour s'orienter. Effectivement. Parce que on est dépendant de notre téléphone. C'est juste. C'est juste. Eux, avant, ils calculaient et puis... manuellement, tout se faisait manuellement. On rappelle que Ibn Qunfud a aussi simplifié les mathématiques. Oui, il les a simplifiées. Voilà, beaucoup simplifié. Donc pour ceux qui ne sont pas très, on va dire, en conciliation avec les mathématiques. Il a, par exemple... oui, il n'y a pas. Oui, il a, alors, il a travaillé sur Al-Banna,
mais il a apporté une nouveauté. Il a mis, peut-être le terme c'est vulgarisation, mais il a simplifié la chose. Il a mis des formules à portée d'homme, on va dire, à la portée de tout le monde. Voilà, voilà, tout ça c'est dans les livres, dans ces livres. S'ils sont disponibles, on peut les acheter. Surtout qu'il y a des rééditions, donc c'est ce qui permet, encore une fois, la démocratisation de, tous ces manuscrits, parce que les manuscrits restent quand même un patrimoine à préserver, donc on va essayer d'éviter qu'il y ait trop de manipulation. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Merci Ainhoa. Voilà, merci beaucoup Samira, donc encore une fois pour ce beau voyage dans le temps, dans l'espace et de nous avoir fait découvrir un personnage quand même très très particulier. Samira, on se retrouve dimanche. Inch'Allah, avec grand plaisir. Merci beaucoup Samira, bon week-end. Voilà, et on continue, cette fois-ci nous allons nous intéresser à l'aspect solidarité durant ce mois béni. Et c'est Samia Bouarour qui s'y intéresse dans ce reportage et elle qui a suivi les actions de l'association Delhi. Je vous laisse voir ce reportage. On se retrouve juste après. Dans un monde où les gestes simples prennent parfois une grande valeur, une association fait de la solidarité une véritable mission quotidienne. Bienvenue auprès de l'association Delil, un groupe de bénévoles engagés qui œuvrent avec cœur pour le bien-être de la communauté. L'association Delil a entamé plusieurs actions de nettoyage sur plusieurs mosquées au niveau de la wilaya d'Alger. Pour la deuxième action, c'est la partie Iftar Sa'im. Pour la troisième action, c'est la partie sensibilisation. Parce que par rapport, quand on a aussi, on distribue des box au niveau par exemple des stations routières de Kharrouba, par rapport aux voyageurs et même aux conducteurs, et en même temps on les sensibilise sur l'excès de vitesse. L'association nous a permis de valoriser l'image تاع الخير اللي كانت في راسنا ونحطوها في كما يقولوا في ميدان الواقع في ارض الواقع. حلت لنا لي بور تاعها وين قدرنا نبينوا المهارات تاعنا اللي كانت مخبيه عندنا. Surtout في leadershiping, donc ولينا نعرفوا comment gérer des projets, même les جيو دوكا لي بروجي تاع رمضان كاع سي دي جون دو 20 ans حتى ل 30 سنه ماكسيموم. كل يوم نتلاقاو على الخمسه لهنايا، خمسه نتلاقاو كل واحد عنده مهمه تاعو يديرها، بون هذا يدير فراشر، هذا يدير سيرفيات، هذا يدير سيرفي الاخر، ولات ان روتين هكذايا. Ici, chaque action raconte une histoire de générosité. Parmi leurs initiatives les plus appréciées, parfumer les mosquées, un geste symbolique qui crée une atmosphère apaisante et spirituelle pour les fidèles. واحد الخطره كنت قاعد مع واحد الطفل هو معاهم في الجروب، عيطوا له كدا روح نعلقوا واحد لي لومب في الجامع ولا نقوا الجامع، قال لي روح معايا، رحت معاه، رحت شو لقيتهم كاع ملمومين يقصروا، واحد ينقي، واحد بلي جروب كان ينقي في بيت الوضوء، جروب كان ينقي في الجامع، جروب كان يعلق من الفوق واحد لي لومب. عندك شغل تماك خدمت لي، قلت لا ما ندخلش معاهم، سيرتو شغل مع اللي عندي شغل بزاف في حياتي نقرا برك انا باش. On a fait un plan d'action باش نشوفوا كاع واش يخصنا الكوفان تاع العيد، والحمد لله سي لا quatrième année consécutive اللي حنديروها ان شاء الله. On a les quiz de Ramadan où on fait par exemple des passages dans la rue où on pose des questions, que ce soit d'ordre religieux, d'ordre historique et même culturel, avec des cadeaux symboliques. C'est-à-dire qu'on essaie d'égayer un petit peu, surtout par rapport aux passants. Et on fait partager cette idée de quiz et aussi on fait partager plusieurs idées, plusieurs messages, que ce soit par rapport à notre culture historique, nous en tant qu'Algériens, mais aussi par rapport à notre culture religieuse. À travers ces gestes simples mais précieux, l'association Delil prouve qu'avec de la volonté et de la solidarité, il est possible de semer de l'espoir autour de soi. Une association, des bénévoles et surtout un message, la solidarité commence par une action.
Voilà, c'était donc les actions de solidarité durant ce mois béni. C'est Samia Bouarour qui s'est intéressée à ce reportage. Il s'agit donc de l'association Dalil. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser à un événement très particulier qui va se dérouler du côté de la mosquée d'Alger, et la grande mosquée d'Alger, pardon. Et pour en parler, nous recevons donc Dr Jamaldine Belbaki. Bonjour, marhaba bik. Bonjour, merci pour l'invitation. Marhaba bik. Marhaba bik. Alors, vous êtes membre fondateur de United Algerian Foundation, pardon. Voilà, alors justement dans cette fondation, c'est beaucoup plus un objectif de promotion de toute la jeunesse, c'est ça? Oui, donc c'est une fondation qui, dans sa vision, dans ses objectifs, donc il y a plusieurs secteurs, tout ce qui est santé, solidarité et éducation. C'est son domaine. Donc dans le domaine de tout ce qui est dédié aux personnes à handicap, demain c'est la journée nationale des personnes à handicap. Donc nous, c'est la 6e édition, on organise un iftar pour eux avec leur famille. Et ça va se passer au niveau de la grande mosquée d'Alger. Et cette année, c'est au niveau du centre culturel de la grande mosquée d'Alger. Alors, il n'y aura pas que l'iftar. Donc, l'iftar, c'est déjà un moment fédérateur entre vous. Ça va permettre donc de tout cet échange, des rencontres. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui va se passer avant et après. Parce que c'est tout un programme, finalement, que vous avez organisé. Alors, parlons d'abord avant l'iftar. Qu'est-ce qui va se passer? Avant l'iftar, il y a ce qu'on appelle le passage, le impact passage. C'est un ou bien Entrée Impact. Donc il y a une exposition, tout ce qui est activité artisanale de ces personnes à handicap. Après, il y aura la présentation de tout ce qui est entrepreneur, donc de ce qui est porteur de projets innovants, donc ils vont présenter. On a des sportifs, tous ces personnes, les personnages qui ont marqué l'histoire de ces personnes. En troisième lieu, après, on aura une exposition sur Gaza, sur nos frères palestiniens à Gaza. Donc, on a une exposition. C'est une exposition de quoi? Sur Gaza. Donc, ils vont montrer tout ce qui est l'impact, tout ce qui s'est passé sur Gaza. Une exposition de photos, de vidéos La vidéo, elle sera présentée le soir. Mais la rôle, c'est juste une présentation. Il n'y a pas de vidéo, c'est une présentation. Donc, c'est un passage. On passe et on voit ce qui se passe. Voilà. D'accord, mais c'est en forme de quoi exactement l'exposition? Normalement, c'est des planches, mais pour la soirée, on aura un passage vidéo, une sorte de mini-documentaire. Et justement, donc, une fois l'iftar sera fait, on arrive à la soirée, et la soirée, c'est un autre programme, finalement, que vous allez proposer, notamment des conférences. Oui, pour la soirée après l'iftar, donc on aura le lancement de la 3e promotion de l'académie, parce que ces personnes à handicap, donc on a créé pour eux une académie dédiée à eux. On va leur former, c'est des formations pour on essaie de les former pour l'insertion, soit professionnelle ou bien à créer leur propre micro-entreprise. Et il y a beaucoup de compétences, il y a beaucoup de très très belles compétences, ils sont impressionnants dans certains domaines. Oui, dans tous les domaines, pas... Oui, bien sûr. Dans ce sens, il y aura la présentation d'un panel d'entrepreneurs, on va les présenter, on va les présenter leurs projets innovants. Et dans ce sens, on a aussi lancé une compétition, un concours. Il y a eu un choix des 3 meilleurs projet, il y aura une remise de prix. Voilà. Justement, encore une fois, pour les encourager à aller de l'avant dans leur projet. On ne restera pas sur ce point. Il y a un autre point, donc il y a la création de la première plateforme emploatique dédiée à ces personnes. Donc on va présenter cette plateforme pour les présents. Voilà, c'est ce qu'on a. Et justement, c'est une plateforme qui consiste en quoi exactement? C'est pour le recrutement. Ça marche comment? C'est comme le genre emploatique. C'est la même chose, donc pour les recherches d'emploi. Donc les entreprises font des offres d'emploi. Donc c'est une plateforme qui rapproche les deux. Voilà, donc le demandeur, il vient juste postuler, mettre son CV en ligne. C'est ça? Oui. Voilà, donc, et ce sont des offres dans tous les domaines, parce qu'on les retrouve dans tous les domaines. Oui, ça c'est. Là on les appelle Dawil Himem.
C'est Oui. des personnes à haute détermination. Exactement. Ça, c'est quand on voit le potentiel et leur détermination, c'est une vraie valeur ajoutée si on les accompagne si on les accompagne dans tous les domaines pour qu'ils arrivent. Après, ils font partie de la société, partie intégrante de la société. Bien donc, sûr, on a de l'expérience avec eux. Voilà. Il y a des personnes qui ont ouvert leur propre entreprise Oui. en e-commerce, tout ce qui est infographie, montage vidéo. Il y a tous les domaines sont présents dans tous les domaines. Voilà. Et un autre projet aussi que vous comptez lancer en cette soirée. Juste pour Oui. le but aussi, si on va les présents. Donc pour les présents, il y a plusieurs ministres du domaine et il y a des directeurs de sociétés nationales et des opérateurs économiques. Nous, dans ce domaine, on va essayer qu'il y aura un rapprochement comme ça pour voir ce qu'ils peuvent faire pour accompagner mieux et mieux les sélectionner. Nous, on n'est qu'un relais entre les gouvernants et plus et ces personnes. Effectivement. Donc Voilà. ça permet plus d'ouverture de portes finalement pour ces personnes-là. Voilà. Mais sinon, Cette soirée, on va la clôturer par comme d'habitude, par un tirage au sort pour des offres Omra. Ah, ça c'est Voilà, magnifique. on le fait chaque année. On termine en beauté En finalement. beauté, la oui, soirée. bien sûr, c'est chaque année, on le fait. C'est des Omra qu'on va offrir Aux participants. aux participants, oui. Voilà, et ben, bon courage à Voilà. eux, bonne chance surtout parce que Oui, bien sûr. ça reste un coup de chance. Mais sinon, un autre projet aussi que vous allez lancer ce soir, l'EPSA. L'EPSA, c'est la 5e édition. Donc il y a 2 volets sur l'EPSA, c'est notre bébé projet. Donc il est en train de s'agrandir. Donc il y a deux volets pour l'EPSA. Donc on essaie d'habiller des enfants, des personnes. C'est une action de solidarité. Voilà, c'est dans les actions, c'est chaque année pour l'Aïd al-Fitr. Oui. Donc on a le projet ici à Alger, donc on a créé un grand espace comme un souk, l'EPSA souk. Donc les gens viennent, on a une base de données, ils viennent en famille avec leurs enfants et pour choisir leurs vêtements, ils se sont habillés كما نقولوا حنايا من رجلو راسو. Donc on essaye لبسوهم كامل pour l'Aïd. Donc ça C'est c'est pour l'occasion l'objectif. probablement pour faire passer un appel pour tous les âmes charitables afin de participer avec des donations. Oui, oui, donc dans notre page Facebook ou bien Instagram, tous les données sont tout ce qui est compte bancaire et CCP. Par contre, ça c'est pour l'objectif, c'est de préserver la dignité de ces personnes. L'enfant ne se rend pas compte qu'il est venu acheter par rapport à ses parents et on le sent. Et on le sent quand il dit maman, j'ai déchiré les hadis. Ah oui. Là, on le sent, Oui, pour nous, le oui. message est déjà passé. Voilà. Et on a ça sur Alger. Et sur les autres wilayas, on a des caravanes, donc il y a les associations locales, ils nous envoient une liste avec les filles, garçons, l'âge, la pointure. Nous, on envoie directement. Donc ce soir, on va commencer l'expédition pour l'extrême sud. Comme ça, on sera à temps. Donc finalement, vos actions, c'est pas que sur Alger, mais les 4 coins du Oui, pays. l'année passée, on a fait 7850, 32 wilayas. Cette année, objectif 8000, mais je sais, avec la solidarité des Algériens, donc on peut peut-être essayer de rendre le sourire à des enfants, peut-être plus, Inch'Allah. Inch'Allah, c'est ce qu'on espère. Donc Voilà. bravo pour tout ce que vous faites. Voilà, c'est notre devoir. Oui, ça reste quand même un accompagnement et comme vous dites, ça permet à toutes ces personnes de vivre l'Aïd Ramadan en toute dignité, surtout. Mais sinon, vous êtes déjà à la 6e et 5e édition pour l'EPSA. Qu'est-ce qui va être, quelles sont un petit peu vos attentes pour cette nouvelle édition? Qu'est-ce qui va changer par rapport aux éditions précédentes? Parce que j'imagine que les 2 projets ont bien grandi durant ces années. Oui, pour l'académie, on s'est contenté sur les petits métiers. Maintenant, on est passé au cap de l'entrepreneuriat. Oui. Donc création d'entreprises, et c'est pour ça qu'on a... Surtout que l'entrepreneuriat aujourd'hui, il y a beaucoup de dispositifs d'accompagnement, c'est dans ce sens. Pour les jeunes, donc ça s'est vraiment démocratisé aujourd'hui pour ce qui est Oui, d'entrepreneuriat. pour qu'ils adhèrent aux dispositifs déjà mis sur place pour tout ce qui est micro-entreprise, création de micro-entreprises.
Mhm. Et donc, vous avez dit, vous êtes passé donc, des petits métiers vers l'entrepreneuriat. Ah oui. Est-ce qu'il y a un engouement justement de la part des personnes, des personnes à handicap par rapport à l'entrepreneuriat? Quand Parce que on ça voit- reste quand même une Non, non, aventure à part entière. leur détermination, vous ne pouvez pas l'évaluer. Oui. Ça, c'est vraiment... Quand on voit un non-voyant qui a une profession, qui est développeur, qui développe des applications, donc ça veut tout dire. Mhm. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il nous donne des leçons, hein, des leçons de vie. Ah, c'est des leçons. Moi, c'est une personne à handicap, c'est pour 10 personnes, on peut dire normales. Donc, Oui. ça se passe Dans la tête. Dans la tête, voilà. Voilà, c'est vrai que tous les obstacles se passent dans la tête, hein, donc on le voit sur terrain, d'autant plus qu'il y a quand même des associations, il y a des ONG comme vous qui permettent un accompagnement, qui ouvrent la porte, qui facilitent surtout, parce que parfois c'est l'accès à l'information qui pourrait être un petit peu difficile, l'accompagnement, des fois on est réticent. Donc vous êtes là justement pour désamorcer tous Mais bien sûr, tous ces obstacles. Je donne un exemple. On a des partenaires, des opérateurs économiques. Donc, ils proposent des formations de chez moi, de 6 mois, d'après les spécialités chez eux, avec un pré-salaire. Ils les mettent, ce qu'on appelle, ils les mettent en visibilité sur le réseau LinkedIn, tout ce qui est réseau professionnel, pour qu'ils soient recrutés. Donc, il y a on a créé tout un réseau, pour essayer de les insérer et pour qu'ils soient opérationnels, voilà. Et donc les entreprises, elles jouent le jeu aussi. Hein. Oui, Donc, bien sûr, bien sûr. Il y a des demandes, entreprises. voilà. Il y a des entreprises qui jouent le jeu. Mais ce soir, il y aura plusieurs opérateurs économiques. Je pense qu'ils vont je pense qu'ils vont adhérer dans ce Certainement, sens. parce que si elles acceptent déjà ces entreprises d'être là, c'est pour qu'il y ait une volonté. C'est pour leur exposer les problématiques et les solutions seront sur place. Effectivement. Alors, docteur Jamaluddin, vous restez avec nous. Oui. Cette fois-ci, nous allons vous emmener du côté de Cherchel. Vous connaissez la ville de Cherchel, un musée à ciel ouvert, magnifique ville côtière d'Algérie. Toute la région, donc, Pardon? Même Tipaza et tout. Oui, effectivement, toute la région, un véritable musée à ciel ouvert. Et justement, c'est Faria Alhamdi qui s'est déplacé au niveau de Cherchel pour nous transmettre un petit peu toutes ces saveurs et ces odeurs et ces senteurs de la ville de Cherchel durant ce mois de Ramadan. Je vous laisse apprécier ce reportage. On se retrouve juste après pour continuer notre débat. Destination cette fois-ci Césarée, la ville de Cherchel, ancienne cité chargée d'histoire. Au cœur de la vieille ville, les ruelles s'animent, les marchés et les petites échoppes attirent les habitants venus préparer la table de l'iftar. عندي توت سورت ديبيس كاين حنا العاده تاعنا تاع شاشان عندنا كثره شربه فريك وعندنا البوراك حمل حلو salade variée. Donc ils disent les épices. C'est bien, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut, on trouve tout ce qu'il faut. Le qasb, le ma'adnous, le hadi, tout. Il y a le choix. Dans ces ruelles, l'odeur du café fraîchement torréfié attire les passants. Ce torréfacteur fait partie de ces artisans qui donnent une âme au vieux quartier de Cherchel. Les traditions de Cherchel. Donc il y avait le cœur de la ville, c'est Ain Qseba. Ain Qseba, il y avait une couche de Rouaba, Allah yarhamou. Les familles, le pain qui se faisait à la maison et la cuisson se faisait sur l'autre. الوالي يعجن الخبز ويطيب عنده الكواش كما كنا نقولوا له تاع قصيبه واليوم de nos jours le ramadan il se passe généralement dans les foyers, beaucoup plus dans les foyers parce que la population a évolué, les mœurs plus ou moins, il y a des déperditions et tout, mais quand même toujours au sein de la famille chercheloise, il y a toujours ces traditions, les rencontres, le thé autour de Samsa ou la Makroud, c'est toujours c'est une famille très conservatrice. C'est le symbole de Cherchel. En plus, ناسها معروفة ولا تراديسيون تاع الحايك مازال والحايك كاين يروحوا النساء كاين بالحايك ويسوا الياسمين ليلة العيد
on fait le henna, c'est lavé تاع العيد. Donc tout est une tradition à respecter. احنا من قديم الزمان نريسبكتيو لي traditions chercher الواس. Un peu plus loin, on y trouve le vendeur de l'bn. Son goût léger et acidulé rappelle les traditions d'autrefois, lorsque les produits simples de la terre occupaient une place centrale dans l'alimentation. Depuis 1965, كان le grand-père الله يرحمه وعمومي يخدموا ensemble وما ديولا بابا وحنايا مازلنا نخدموا البن الرايه بالزبده تاع البقره حليب بقره كلش. Chaque ramadan, il y a des souvenirs qui surgissent en moi. L'enfant que j'étais, je me souviens quand j'étais enfant au ramadan, mes parents m'envoient pour acheter du lait. On faisait la chaîne toute la journée avec notre qasdira pour acheter du lait et puis des petits laits, des laits caillés. Et surtout, l'ambiance du ramadan, je venais de Ain Qseba, le parfum de la cannelle, beaucoup d'épices, c'est-à-dire les plats spécialement ramadan. Donc tout ça, chaque ramadan, je replonge dans mes souvenirs. Son commerce est modeste, mais il incarne une mémoire vivante de Cherchell, où les gestes simples et les saveurs authentiques continuent de traverser les générations. Qu'est-ce qui caractérise le mois de Ramadan ici à Cherchell? Beaucoup de choses, hein. Beaucoup de choses. D'être en famille, j'ai les larmes aux yeux que je pense à mes parents, je sais qu'il manque les parents. Surtout les parents, il faut qu'ils profitent de ses parents. Moi j'ai passé 40 ans en France et chaque année je viendrai lorsqu'ils étaient vivants. À Cherchell, le Ramadan n'est pas seulement un mois de jeûne, c'est aussi un mois de partage, de solidarité et de mémoire. Et voilà, c'était donc les senteurs et les saveurs qui nous viennent de Cherchell. Et Dr Jamaldine Belbaqi est toujours parmi nous. Je rappelle, il est membre fondateur de United Algerian Foundation. Alors, Dr Belbaqi, vous êtes médecin aussi, vous êtes dentiste. Voilà, ouais. Vous êtes médecin dentiste, ça va, hein, je suis en bon terme avec les dentistes. Hein, ouais, ça va. Alors, bien entendu, votre fondation, c'est une fondation qui fonctionne à travers plusieurs comités, notamment le comité santé. Et docteur, justement, toutes ces actions de solidarité que vous faites tout au long de Ramadan ne s'arrêtent pas à Ramadan, c'est tout au long de l'année. D'ailleurs, vous avez un rendez-vous juste après l'Aïd. Oui. N'est-ce pas? Oui, justement. Donc, c'est des caravanes. On a 3 caravanes par an. Pour 2026, donc le 3 avril, on a une caravane médicale pluridisciplinaire vers la région de Boussaada. Donc, l'objectif, c'est nous avons tout le plateau technique avec nous, tous les équipements. Donc l'équipe elle est pluridisciplinaire, j'imagine. Pluridisciplinaire pour faire ce qu'on appelle un dépistage, examen systématique. Un dépistage de toutes sortes de maladies, donc c'est pas... Oui, bien sûr, toutes les spécialités, examens cliniques. Même on va trouver des personnes avec des dossiers médicaux. Oui. Donc ils viennent avec des examens. On essaye au moins de trouver s'il y a ce qu'on appelle un diagnostic précoce. Pour éviter que ce malade soit une charge pour la société, pour la famille et pour les hôpitaux. Et pour lui-même aussi, oui, hein, c'est très dur effectivement de vivre une maladie. C'est dans ce sens. Donc vous vous inscrivez un petit peu dans la médecine préventive, docteur. Nous, on est toujours, comme on était pendant la pandémie Covid, on est l'arrière-base dans notre système de santé. On essaie, on travaille en collaboration avec la direction de la santé. Donc tout un compte rendu sera rendu pour voir s'il y a peut-être on trouvera une pathologie qui est répandue. Donc c'est un échantillon quand on fait passer 500, 600 à 800 personnes. Donc on peut trouver peut-être... C'est énorme quand même. Hein, oui, mais il y a un travail qui se fait. Il y a ce qu'on appelle une organisation en workflow. On essaye de travailler en fluidité. Et c'est vraiment une organisation parce qu'on a un groupe de généralistes
qui va faire ce qu'on appelle le filtre. Oui. Donc il le premier examine filtre, oui. et on a une fiche navette. Donc, donc il coche les spécialités. Donc il y a une orientation qui se fait. Donc la personne il passe directement pour passer chez les spécialistes. Et si, docteur, si jamais, parce que certainement, chose qu'on n'espère pas, mais malheureusement c'est le cas, vous pouvez toujours tomber justement sur des cas qui présentent des maladies, qui ne le savent pas. Qu'en est-il après de leur prise en charge? Nous, on travaille en collaboration avec les services de santé. Donc si la spécialité, c'est le cas pathologique, peut être pris en charge au niveau local ou bien régional, donc les services de santé ils sont là pour l'accompagner. C'est vraiment un stade avancé, c'est vraiment pluridisciplinaire, etc. Donc soit nos médecins qui sont dans les hôpitaux, qui sont venus avec nous, donc c'est eux qui vont faire de la récupération au niveau de leur service. Voilà, c'est dans ce sens. Et à l'occasion, en 2024, on a eu 4 cas suspects de néo, du sein et de l'utérus, parce qu'on a fait des examens complémentaires après, et ils ont été pris en charge par le service de CDRLS d'oncologie, dont on était déjà en contact avec eux. Si jamais on trouve un suspect, donc c'est eux qui le reprennent pour que le patient ne part pas dans la nature, et voilà. C'est dans Mais ce sinon, sens. aussi, docteur, dans vos actions, une autre action très intéressante que vous avez mis en place, ce sont 2 maisons d'hôtes finalement, là où vous pouvez recevoir des malades pour les accompagner. Parlez-nous un peu de cette initiative. Alors il y a une qui est déjà ça fait 3 ans. 3 ans, et vous avez ouvert récemment une Non, deuxième. bientôt on va l'ouvrir, Inch'Allah, bientôt. Ça c'est une donation. La première c'est une donation d'une dame pour ses parents qui ont déjà décédé pour la cause de ce cancer. Oui. Donc c'est une donation. Donc on les prend en charge, ces patients qui viennent des wilayas, des autres wilayas, pour des soins ou bien pour des rendez-vous ici sur Alger. Donc on les prend en charge pour l'hébergement. La restauration, elle est dictée par un médecin nutritionniste. On a l'accompagnement psychologique par nos psychologues déjà. Et puis on a le transport sanitaire, on a tout. Il y a même une grande salle pour l'activité. Si c'est des enfants, donc ils ont leur propre activité. Les mamans, on leur fait des activités, tout ce qui est éducatif, etc. Voilà, on leur fait des sorties aussi. Donc ils se sentent chez eux. Donc même mieux, parce qu'il y a finalement plus un apport psychologique pour essayer, parce qu'ils sont vraiment en état psychologique des fois un peu difficile. On essaie toujours de les accompagner. Effectivement, donc finalement, ce n'est pas que pour l'hébergement, mais il y a tout un accompagnement, encore une fois, pluridisciplinaire qui se fait. Et tout. Et la deuxième maison, nous on parle de Dar Moutahida, des Ayat Marda Saratan. Et on a une deuxième Dar Moutahida 2 qui va s'ouvrir bientôt ici à quartier Bécourt. Donc c'est une famille qui nous a, c'est une donation. Donc on a aménagé, retapé à 9. C'est du 5 étoiles, comme on dit. C'est pour que le patient, quand il rentre, il se sent chez lui et il y aura un certain confort. On ne peut pas le laisser dans un appartement vétuste, mais vraiment dans des conditions optimales. Il y a comme ça, parce que déjà l'état psychologique, il n'aide pas beaucoup. 50%. Donc, dès qu'il rentre dans la chambre, c'est une suite, il y a tout. Donc quand on rentre, déjà on est soulagé. Donc déjà, ça donne un petit peu plus de force pour pouvoir continuer, parce que c'est pas difficile, c'est pas facile pour eux. Donc par la suite, tous les diagnostics qui vont se faire, donc les rencontres avec les médecins, donc tout ça, c'est très difficile pour eux. Donc autant que la prise en charge soit optimale, comme vous le dites. Bien sûr, on a un staff médical de notre fondation qui suit de près l'évolution, le dossier, les besoins, etc. Donc on les suit de près. Quand ils vont à l'hôpital, s'il y a par exemple des effets secondaires, on a une convention à titre gratuit avec une société qui fait ce qu'on appelle le travail à domicile. C'est H24. On les appelle s'il y a vraiment
des effets secondaires par la chimie, etc. Ils viennent, les médecins, Ils se sur déplacent. place, ils font leur travail. Si jamais vraiment un problème, l'ambulance, ils viennent avec une ambulance. Donc Et ça, c'est une ambulance que vous disposez vous-même au niveau de là, c'est l'association. l'ambulance de la société. Si jamais De la il y a un société, problème, oui. donc ils viennent. S'ils peuvent régler le problème sur place, des injections pour calmer le patient, donc ils le font. S'ils voient que le patient nécessite, c'est-à-dire Une hospitalisation. une hospitalisation, bien une évacuation vers l'hôpital, c'est eux qui le font. C'est des ambulances médicalisées. Oui. Hein. C'est vraiment c'est du top dans ce sens médical. Par contre, nous, on a une ambulance qui est à nous. Elle fait le travail. C'est dans la journée, donc on a une inscription en ligne, ou bien il y a un téléphone, donc ils appellent. Pour les patients. Est-ce que vous pouvez donner le numéro de téléphone? Oui, oui, bien sûr. C'est le 07 70 13 23 18. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? 07 70 13 23 18. Voilà. Ça, c'est pour les gens qui ont un patient qui est alité, qui a un rendez-vous à l'hôpital, donc ils s'inscrivent par rapport à leur rendez-vous, donc ils viennent pour le transporter. Voilà, donc les gens, ils vous appellent et vous arrivez quand même à envoyer votre ambulance. Non, mais bien sinon, sûr. Voilà, mais sinon, qu'en est-il du nombre, du pourcentage des prises en charge? Il y a quand même beaucoup de malades qui viennent des quatre coins du pays. Oui, oui. Après, donc si on voit, nous, on est arrivé jusqu'à 400 patients qui ont été pris en charge. 400 patients par? Non, mais un patient, quand il y a des rendez-vous, donc c'est une rotation, donc il occupe. Nous, on essaie toujours d'optimiser. Il vient la veille, il repart le lendemain. Voilà. Essaie de faire placer un autre patient. 400, c'est 400 familles qui ont été prises en charge durant toute l'année. Oui. Il y a des personnes qui font de la radiothérapie, c'est qu'en 45 jours. Donc, ils occupent une place pendant 45 jours, oui. Mais ça va, alhamdoulilah, donc on essaye de... En tout cas, comme ça, on rappelle que tout ça, c'est du bénévolat. Hein, donc, vous donnez de votre temps. Et vous me disiez tout à l'heure que même votre femme et vos 3 filles sont réquisitionnées à l'instant même. Hein, à l'instant même, même les assistantes, au niveau de là où il y a la distribution du... Oui. Parce qu'en ce moment, il y a 200 enfants de la région de Brera, c'est la région de Bnehawa, c'est en pleine montagne. C'est des enfants qui sont un peu démunis. Donc, ils sont venus ce matin à 9h pour les habiller. Ils vont retourner. Donc, ils ont fait le tour sur Alger. Tahwissa en même temps. Oui, Hadja Farja. Hadja Farja, voilà. Hadja Farja, vraiment, comme ça. Mais sinon, un autre projet aussi que vous avez mis en circulation, encore une fois, un projet d'éducation, d'information, de prévention. C'est un podcast que vous avez lancé sur les plateformes sociales. Parlez-nous un petit peu de ce podcast. Le podcast, avant, on le fait, mais on n'avait pas vraiment les moyens. Maintenant, on a mis à notre disposition, tout un studio qui est équipé de tous les équipements. Donc, le podcast, on est dédié à tout ce qui est éducatif, scientifique, social, économique, etc. Donc, il y aura tout un programme pour inviter chaque domaine, des spécialistes, pour qu'ils puissent au moins faire passer le message à la société. Voilà, et nous disposons d'une chaîne YouTube pour essayer de faire passer les podcasts. Donc ça reste des podcasts, on l'a dit, éducatifs, information, prévention. Donc là, vous touchez un petit peu à tous les domaines, pas seulement le domaine santé. Il y a aussi, nous avons un projet Odoa, le projet débat, debate. Débat, ça c'est créer des clubs de débat. Ça existe au niveau des universités déjà. Il y a 2 ans, on a fait ce qu'on appelle les compétitions nationales. Il y a eu 4 universités qui sont allées à une compétition qualification à une compétition internationale. Là où il y a 50 pays participatrices. Cette année, donc, on a fait au niveau des lycées. On est en train d'installer des programmes et former des formateurs pour créer des clubs de débat au sein des lycées. Et les clubs de débat, ils consistent en quoi? Ça, c'est débat, c'est essayer c'est-à-dire de créer
l'esprit de critique chez les Donc enfants. on va leur donner un sujet, ça va faire argument contre argument. Argument contre argument. D'accord. Ça, c'est vraiment, ça développe les esprits. Ah, ça développe beaucoup de choses, les esprits, oui, la c'est prise de extrêmement- ça, parole, c'est, la confiance on en apprend, soi. Moi, je viens de découvrir Oui. Voilà, donc C'est beaucoup de compétences beaucoup de finalement qui seront compétences, oui, développées bien sûr. chez les jeunes. On est en train d'inscrire des formateurs au sein des lycées. Chaque lycée, on va essayer de former. Ça va être les enseignants eux-mêmes. Les enseignants, les ouais. enseignants eux-mêmes. Donc ils sont inscrits. Oui. Pour l'inscription, elle se fait en ligne et elle se fait, c'est-à-dire à l'international, il n'y a Oui. pas que nous. Et vous comptez donc envoyer ces lycéens aussi à l'international, pourquoi pas? Oui, bien sûr. Oui. Il y aura ce qu'on appelle un championnat national, une compétition nationale. Il y aura Donc, les une quatre présélection. demi-finalistes qui vont Les 4 partir. demi-finalistes, ce sera des personnes Les quatre, individuelles donc, ou des groupes? Ah, c'est des groupes. C'est des groupes. Normalement, Oui. c'est 3, en général 3. 3 par équipe. Ah, bah, c'est comme ça. Donc vraiment En une plus, association. on peut vous ajouter, on a un projet qui s'appelle Witba. Oui. Witba, c'est en arabe Witba, mais c'est rebondir, c'est le rebond. Comment rebondir? Oui. Ça, c'est la prise en charge des adolescents de 15 à 19 ans qui sont en difficulté sociale et psychologique. Donc, on essaye de leur faire une formation. La formation, elle est multidisciplinaire. Il y a des activités. Essaye de leur donner ce qu'on appelle de la confiance en soi et de rebondir. C'est comme ça, Et de les vraiment, récupérer. une Je vous donne un association. exemple. On leur a fait des formations de design, infographie. Oui. Donc, essayer pour voir leur, c'est-à-dire Les talents cachés. les talents cachés. Et si un enfant qu'on voit qu'il est intéressé sur ce domaine, on ne va pas le lâcher. Automatiquement, c'est la formation professionnelle. On essaye de le créer des marchés s'il termine. C'est-à-dire on fait de la récupération pour qu'il ne passe pas de l'autre côté. Oui. Là, on sait ce qui se passe. En tout cas, Yatek comme ça, bravo pour tout ce Alhamdoulilah. que vous faites. Une association pluridisciplinaire. Vous n'avez laissé rien au hasard finalement. Non, En tout cas, bravo. Ça, c'est notre nom. Ouais, c'est le mec. C'est Algérie United, c'est l'Algérie unie, les Oui. El Moutahida. Oui. Donc, on peut pas être insensible. Oui. Insensible soit à des adolescents en difficulté, soit à des Effectivement. personnes en handicap, des malades qui souffrent. Voilà, c'est dans ce sens. En tout cas, t'es comme ça, Ouais, bravo c'est pour vrai. tout ce que vous faites. Un autre appel à toute âme charitable qui nous regarde pour pouvoir donc contribuer, ne serait-ce qu'avec peut-être des contributions symboliques, mais contribution sur contribution, ça fait toute la grandeur des choses. En tout cas, Dr Jamaldine Belbaki, merci beaucoup encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. Bravo pour tout ce que vous faites. Très belle continuation. Inch'Allah. Et voilà, donc nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable journée à tous. Avec grand plaisir, je vous retrouve dès demain à partir de 8h30. Au revoir. مجتمع فيا كل عيب انت على العبد شهيد رقيب عالم الغيب ماني حليم ماني ثقيل ماني مطيع عبد لكن ما ترحم رغم عن ان كل حاسد ولا عليك